Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Maïder Etcheverry, qui me reçoit chez elle, dans son cabinet à Bayonne. Bonjour Maïder. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors, tu es naturopathe, et pas que, parce que tu es aussi l'auteur d'un livre, Soins du vivant, le guide de l'hygiène de vie et de son impact sur le vivant. Ce sont les réseaux qui nous ont réunis. On ne se connaissait pas jusque-là. On est presque voisines. Mais c'est surtout une préoccupation commune, le vivant dans son ensemble. Donc, nous allons parler de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais, de ton évolution professionnelle parce que tu n'as pas toujours été naturopathe et de tes prises de conscience. Alors, installez-vous confortablement et place à notre conversation. Bonne écoute. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour compléter ta présentation, Maïda? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment ensemble aujourd'hui. Pour compléter ma présentation, peut-être mon parcours. J'ai 44 ans. J'ai travaillé 20 ans comme contrôleur de gestion dans l'industrie aéronautique et particulièrement chez Airbus. À la base, j'ai un master SP en audit interne et en contrôle de gestion. Et donc c'est mon parcours qui m'a amené à me remettre en question sur mes choix de vie, mes priorités, qui étaient l'humain et l'environnement. Et je me suis orientée vers la naturopathie et la sensibilisation aux questions environnementales et plus particulièrement autour de l'alimentation durable. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui fait que tu as bifurqué parce que tu es une bifurqueuse? Exactement. Je suis une bifurqueuse donc des grandes sociétés du CAC 40. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une bifurqueuse? Et une bifurqueuse, c'est une personne qui accepte, je pense, de remettre en question un cadre de vie, une façon de vivre pour remettre tout à plat et repartir dans un autre domaine. Moi, ça a été comme beaucoup avec l'arrivée du Covid, où je me suis retrouvée en télétravail à la maison plus de 10 heures par jour avec un casque greffé à l'oreille, des tableurs Excel à faire des simulations toute la journée. Et là, je me suis dit que c'était plus possible, quoi. Je me sentais en dissonance cognitive depuis un moment. Et ces périodes de confinement m'ont montré un peu l'existence des bullshit jobs, quoi, comme on les appelle, des grosses rémunérations. Et pour moi, le Covid a montré un rapport au métier essentiel aussi, qui pour moi a émergé. Je ne me sentais pas en faire partie. Et l'autre chose qui a été pour moi une prise de conscience lors du Covid, ça a été la reprise du vivant dans les villes lorsque nous étions confinés. Pour moi, c'était vraiment un message d'espoir. Et je ne me voyais plus continuer à contribuer à cette industrie. Donc j'espérais à cette période-là que la prise de conscience lors de la crise amènerait à une grande remise en question de l'industrie, mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui encore, des entreprises comme Airbus sont en plein ramp-up, parlent d'augmenter leur capacité de production alors que les ressources de la planète sont limitées. Donc finalement, ces espoirs que j'espérais voir à la sortie du Covid se sont pas traduits comme ça. Donc ça a été pour moi l'opportunité de prendre un licenciement économique. Tu disais que tu étais en dissonance. Ouais. Qu'est-ce qui était dissonant pour toi? Pour moi, ce qui était dissonant, c'est que j'avais vraiment des valeurs
où l'écologie était importante pour moi. Et je me retrouvais à faire un travail où les maîtres mots toute la sainte journée, c'était productivité, rentabilité, performance, compétitivité et la compétition entre les êtres. Et en fait, ça pour moi, c'était dissonant complètement avec le besoin de ralentir, le fait qu'il faille changer de modèle sociétal, qu'il faille pour moi remettre d'autres enjeux autour de la table et qui soient pas que de l'ordre de la production et de la surconsommation, quoi. Parce que ton métier à toi, c'était quoi à ce moment-là? Mais dans le contrôle de gestion, j'étais dans la finance et donc à ce moment-là, je faisais de la consolidation pour les 11 usines d'Airbus. Je consolidais les coûts de production des avions d'Airbus. Voilà, donc des gros chiffres, des très très gros chiffres. Et donc là, on voit bien les impacts, on voit bien les mesures, on voit bien les trends et ce vers quoi on tend en fait en termes de production. Et aujourd'hui, c'est toujours l'enjeu, c'est toujours de produire plus, alors qu'en fait le transport aérien tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas soutenable dans le temps, n'est peut-être pas enviable non plus sur un point de vue ressources et résilience. Et surtout, moi, ce qui me dérangeait particulièrement dans une société comme ça, c'est que on extrait, on exploite, mais on réfléchit jamais en termes de circularité. Le nombre d'avions qui sont recyclés ou qui sont vraiment démantelés pour réexploiter les ressources utilisées, c'est de l'ordre d'un tout petit pourcentage. Alors que en soi, si on voulait vraiment que ces industries, si elles devaient continuer à exister, pour moi, elles devraient continuer à exister seulement si on va jusqu'au bout du cycle, si on regarde l'intégralité du flux, de la chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite, et qu'on essaye de l'amener à la meilleure performance pour qu'il y ait le moins d'impact. Or, aujourd'hui, je pense qu'on pille les ressources comme si c'était un dû, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça alors que ça faisait 20 ans que tu faisais ce métier-là? Qu'est-ce qui a fait switcher? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, j'ai vécu en Angleterre pour une mission d'Airbus il y a une quinzaine d'années. Ça a été le premier switch, où ça m'a sensibilisé à l'écologie. Ensuite, moi, j'ai une maladie auto-immune depuis 25 ans. Donc, j'ai été suivie en allopathie pendant très longtemps, jusqu'à ce que les traitements ne fonctionnent plus. Et donc, là, j'ai changé de façon de me soigner. J'ai rencontré un naturopathe, j'ai rencontré un médecin spécialisé en nutrition et micronutrition qui m'a accompagnée, qui m'a surtout, pour la première fois de ma vie, parlé de nutrition, alors que ça avait jamais été le cas. Et donc, j'ai dû changer radicalement ma façon de vivre, mon hygiène de vie, ce qui a été assez compliqué. Et il y a eu des périodes où j'ai dû travailler aussi beaucoup le développement personnel parce que c'était un peu une forme de crise entre l'acceptation de ma famille pour qui c'était pas compris, les proches, la façon de vivre. Il y a une forme de deuil à mener de la vie d'avant. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Le fait que moi je doive manger différemment, que je consommais plus la même chose, pour beaucoup c'est un milieu qui était très festif, avec beaucoup d'alcool et ainsi de suite. Et donc une fois que l'on peut pas manger pareil ou consommer pareil, il y a une forme d'exclusion en fait. Ça dérange. Donc ce rejet-là, ça a été la première prise de conscience, la première étape qui m'a vraiment amené à un changement de vie à mon échelle. Et voilà, et de voir des croyances un peu changer et s'effondrer. Ça a été la première chose. Et ensuite, voir une de mes amies proches aussi avoir de très importants problèmes de santé. Donc tout ça a combiné mon changement de regard, on va dire. Et donc tu as switché pour la naturopathie. Exactement. Donc j'ai switché pour la naturopathie. En fait, initialement, je voulais j'hésitais entre la naturopathie et l'écologie. L'écologie, ça a été refusé par mon plan social parce que c'était en distanciel à Grenoble. Et donc finalement, j'ai choisi de me former à la naturopathie. Donc j'ai fait un cursus de 1300 heures en présentiel. Et où là, j'avais envie d'associer quand même l'écologie et l'humain. C'était des centres d'intérêt que j'avais envie de creuser tous les deux. Et voilà, c'est ce qu'a fait mon changement de cursus. Et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de ramener ensuite, c'est de mettre le parallèle entre la naturopathie et l'écologie, que j'ai jamais cessé de creuser depuis plus d'une dizaine d'années. Alors comment est-ce que tu fais le parallèle, ou du moins comment est-ce que tu remets en commun plutôt toutes ces deux disciplines? En fait, le naturopathe, lui, c'est un éducateur de santé. Ah oui, parce que je voulais demander aussi qu'est-ce que c'est que la naturopathie. Il rappelle aux personnes comment le corps fonctionne et qui propose des recommandations naturelles. C'est de la prévention ou de la gestion du risque. Il s'agit de faire un bilan individualisé et pour moi qui explique le pourquoi.
et d'amener une bonne dose de compréhension pour que la personne puisse gagner en autonomie dans son quotidien. Et si tu veux, pour moi, quand on parle déjà de quotidien et d'hygiène de vie, l'hygiène de vie que l'on va choisir, mais en fait, elle façonne en soi le corps, l'individu, mais elle façonne le vivant selon la manière dont tu articules ton hygiène de vie. Et pour moi, j'ai envie, lorsque j'ai quelqu'un en cabinet, de le sensibiliser sur deux choses. Qu'est-ce qui le remet, lui, en santé, de par la façon de se nourrir, mais les sports qu'il va pratiquer, l'hygiène de vie au sens large, on aborde, parce que c'est vraiment individualisé, et en même temps sensibiliser sur qu'est-ce qui va être le plus nutritif pour lui. Et pour moi, ce qui me semble répondre à la question de la nutrition, c'est d'abord et avant tout le local, de saison, circuit court, le moins d'intermédiaires possible, se réapproprier des aliments sains, cuisiner et ne pas acheter de produits ultra transformés, quoi. Aujourd'hui, en France, on mange souvent trop gras et ultra transformé, mais avec beaucoup d'addiction. Et finalement, tout ça fait un cocktail assez délétère sur les organismes. En fait, j'ai l'impression que en te lisant aussi dans ton livre, c'est retrouver aussi le bon sens, en fait, Exactement. de nos pratiques et dans le sens paysan. Que j'ai l'impression que l'on a perdu, peut-être dont on a repris connaissance ou conscience avec la crise Covid. Parce que comme toi, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des prises de conscience et qui ont voulu changer leur manière effectivement de s'alimenter. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est revenir en fait au bon sens. Et donc c'est ce travail-là que tu fais finalement dans tes consultations. C'est revenir au bon sens. Alors après, selon les symptômes ou les problématiques de chacun, il est nécessaire d'adapter la façon de se nourrir par rapport à... On n'est pas tous égaux dans l'assimilation, mais déjà de revenir au bon sens entre ce qui est nécessaire physiologiquement pour un corps, je pense que ça c'est assez essentiel. Et ça, je pense qu'on l'a perdu. En plus, aujourd'hui, avec l'inflation, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, de la façon de consommer, mais en soi, si on se rapproprie des choses saines à la juste quantité, déjà, c'est un bel impact sur l'inflation en fait en soi. Et aujourd'hui, le tout de suite disponible dans l'immédiateté nous amène quand même vers une dérive. On le voit, 30% de la population française en surpoids ou en obésité. 30%? 30%. Chez les enfants, c'est presque 20% des adolescents qui ont des problématiques comme ça. Et ça, en fait, les enjeux aujourd'hui de l'alimentation, ils sont à plein de niveaux. Et c'est ça que j'ai voulu aborder aussi dans le livre, c'est qu'il y a des enjeux de santé, mais aussi sociétaux, économiques et environnementaux, en fait. Et donc, derrière l'assiette se cachent beaucoup de choses, et c'est ça que j'ai envie de remettre dans les consultations, et c'est ce spectre large, alors que ce soit dans les consultations en individuel ou en collectif, mais c'est l'alimentation qui est notre première santé, mais en même temps, qui est au centre d'enjeux pour notre entourage et pour notre territoire qui sont très importants, quoi. Oui, et c'est manger moins mais manger mieux. Exactement, c'est manger moins et manger mieux. Et manger à bon escient les choses dont on a besoin, quoi. Aujourd'hui, par exemple, on mange trop de viande, cet apport de protéines, il est pas santé. Si on regarde les recommandations même de l'OMS en termes de quantité, ce serait 100 grammes par jour maximum. C'est plutôt même de l'ordre de 70 pour un adulte. Donc non, aujourd'hui on n'y est pas du tout. On est dans 2-3 fois ces niveaux largement, et ça, ces dérives-là, en fait, de par notre capacité, nos pouvoirs d'achat, on est arrivé à se dire que c'était la norme, alors que c'est pas la norme. C'est une déviance qui est arrivée. Qu'est-ce que tu nous conseilles de manger? Alors peut-être pour recontextualiser, vous allez nous écouter prochainement, là, en début d'année 2024, mais là on est au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment? Qu'est-ce que tu nous conseilles? En ce moment, de toute façon, toutes les saisons ont des choses intéressantes, et chaque saison a ses spécificités. Mais là, en ce moment, entre les courges, le brocoli, il y a des choses sublimes à faire. Une soupe le soir de saison, c'est grandiose. Manger au petit-déj, un œuf coq, une petite tartine avec des oléagineux. Là, c'est la saison des noix. Il faut en faire une superbe cure parce que c'est riche en oméga 3. Voilà, il y a les orties. Moi, j'adore cette saison la soupe d'ortie, les infusions d'ortie. Ça va être des choses intéressantes. Et après, toujours le bon équilibre entre les lipides, peu de sucre et un apport de protéines qui soit logique, quoi. Donc, vous pouvez manger des lentilles, des pois chiches, combinées avec une butternut ou un superbe gratin avec des épinards. Il y a plein de choses à faire et à penser, mais je pense que nos étals sont riches en couleurs, en diversité. On peut faire une cuisine gourmande, et par contre en végétalisant énormément l'assiette. Je prône pas forcément le végétarisme, mais
végétaliser grandement l'assiette. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'apports en végétaux dans l'alimentation globalement, quoi. Et c'est essentiel pour les nutriments, les micronutriments, ainsi de suite, quoi. Tu as parlé d'alimentation durable tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'alimentation durable, c'est remettre l'alimentation au cœur des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, en 2015, la France a signé l'accord de Paris. Et l'accord de Paris, c'est de tendre pour 2050 à une neutralité carbone. Et en fait, c'est au niveau des foyers, c'est d'arriver en moyenne à 2 tonnes de CO2 par personne. Et donc pour moi, l'alimentation durable, c'est une alimentation qui respecte les ressources. Parce que pour tendre à ces 2 tonnes, il y a beaucoup de choses à réformer en fait, qui sont pas que l'alimentation, mais il y a le transport, il y a le logement, l'énergie, les loisirs, ainsi de suite. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais moi, si je regarde que le prisme de l'alimentation, aujourd'hui, la part de l'élevage dans l'agriculture, elle occupe tellement de place au sol, sur la planète. Pour avoir des élevages, il faut les nourrir, ces élevages. Et aujourd'hui, 80% des terres agricoles mondiales sont utilisées pour l'élevage. Donc, si on veut continuer à manger comme ça, en fait, c'est pas soutenable. Et donc, si on veut aller vers une alimentation durable, il faut se réapproprier ce que l'on met dans nos assiettes. Donc c'est par exemple la quantité de viande dont on a parlé, qui n'est pas aujourd'hui physiologique, mais qui n'est pas non plus soutenable pour le vivant. C'est aussi parler de la provenance des aliments. On fait la part belle à l'avocat, au baie de goji, aux noix de pécan du Brésil, et ainsi de suite. C'est des aliments qui sont riches et intéressants pour la santé, mais en soi, ils ont un impact environnemental qui est catastrophique. Et pour les ressources, et leur empreinte carbone, et les transports qu'ils subissent, les transformations, ils n'arrivent pas à maturité. Nutritionnellement parlant, ils sont pas toujours intéressants. Quand on cumule tout ça, on est loin de l'alimentation durable. Donc moi, je prenais de manger des noix, mais des noix de Dordogne ou locales, et pas forcément la noix du Brésil. C'est ça, en fait, se rapproprier de l'alimentation durable, c'est se remettre dans ce local de saison. Pourquoi? Quelle pêche est favorable? Quel poisson je mets dans mon assiette qui est bon pour moi, qui sera pas gorgé de métaux lourds et qui en même temps sera de saison? À quelle saison? Quand est-ce que je mange quoi? Vouloir manger, je sais pas moi, des noix de Saint-Jacques toute l'année, c'est pas cohérent, quoi. Il y a des choses comme ça qui sont pas cohérentes et en même temps qui sont pas bonnes pour le porte-monnaie. Alors que manger des sardines, du maquereau, des anchois, tous les poissons bleus, mais ça coûte pas très cher, c'est très riche en oméga 3, c'est plus soutenable que de manger du thon ou des crevettes ou du saumon, quoi. Donc c'est remettre un prisme, quel aliment amène quoi et pourquoi en fait, et qu'on se rapproprie le circuit de tout ça, le flux, la logistique qu'il y a derrière tous ces aliments. Aujourd'hui, 60% de l'alimentation française est importée, alors qu'en soi, on devrait pouvoir être autonome, on devrait pouvoir produire français et se nourrir de notre production et bien faire vivre nos agriculteurs en leur amenant une rémunération juste, sans rentrer en compétition, par exemple pour nous ici au Pays Basque avec l'Espagne, où les modes et les méthodes de production ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, et où les impacts, que ce soit en flux, mais que ce soit les impacts pour l'eau, avec les intrants, les produits chimiques utilisés, sont délétères pour les ressources qui nous entourent. Donc c'est se rapproprier notre pouvoir en étant acteur de notre assiette. Je pense qu'on a vraiment un pouvoir sur notre consommation, sur la façon de façonner nos paysages, et pas de remettre toujours tout sur les politiques et sur leur gestion. Si on arrête d'aller dans ces sens-là et de surconsommer des produits qui sont néfastes, on peut façonner différemment nos territoires. Donc c'est remettre de la conscience. Exactement, de la compréhension, gagner en autonomie pour que si on est plus autonome sur notre santé, sur notre quotidien, finalement, cette autonomie va faire qu'on sera moins médicamenté et surmédicamenté. Et tout ça, je pense que c'est se réapproprier une forme de force, tu vois, de pouvoir, et puis d'espoir, de pouvoir se dire, je sais faire moi-même, je sais ramasser quelques plantes dans mon jardin, je sais quelle infusion est la bonne pour moi à quelle saison, je sais comment je réagis quand j'ai un rhume, voilà, et toutes ces choses-là, se réapproprier. C'est là où je disais le bon sens paysan. Je pense que nos grands-mères avaient ces connaissances-là de certaines choses très simples, mais en même temps essentielles à se réapproprier pour pouvoir être autonome. Tout à fait. On parlait tout à l'heure en off d'une des herboristeries
qu'il y a à tout à fait. proximité de chez nous. Et tu me disais, il y en a que 5 en France, donc on a la chance d'avoir... On a beaucoup de chance d'avoir l'herboristerie Victor Hugo à Bayonne, et qui a beaucoup de produits à proposer. Et justement, en passant par les plantes, on peut aussi éviter de tomber dans la surmédicamentation aussi, alors qui est intéressante dans certains domaines, mais des fois c'est un peu trop de se tourner automatiquement vers ça. C'est pas forcément automatique. Il existe d'autres choses, d'autres alternatives qui sont intéressantes à connaître aussi. Comment réagissent tes patients ou tous ceux que tu sensibilises à ces questions-là? Alors je pense que beaucoup de gens viennent me voir parce que je sensibilise aussi à ces questions-là, et que c'est pas toujours abordé dans la naturopathie. C'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on aborde l'environnement. Donc je pense que c'est aussi un point d'entrée. Je pense que certains viennent me voir parce qu'ils ont envie de changer de regard en fait sur leur assiette. Et pour beaucoup, en tout cas, dans les personnes que j'ai, beaucoup, n'ont jamais vu de naturopathe avant et veulent rentrer dans cette autonomie quand même. Il y a cette demande qui me semble être assez forte, assez essentielle. Après, ils repartent avec un programme d'hygiène de vie très complet. Donc ensuite, ils ont des clés pour eux, pour être autonomes dans le temps. Et ensuite, à eux de les faire vivre. Mais en fait, chacun est acteur. Ça va pas dépendre de moi, leur réussite. C'est qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en place dans leur vie et dans leur hygiène de vie qui va faire que c'est une réussite. Oui, qu'ils n'aient plus besoin de venir te voir. Exactement. Et qu'ils redeviennent responsables de ce qu'ils mettent en place. Exactement. Ouais. De comment ils remplissent leur placard et de changer de regard sur tout ça, ouais. Je pense qu'après, ils sont complètement autonomes, sauf si, bien sûr, c'est des accompagnements avec l'allopathie sur du long terme pour des pathologies très spécifiques et où là, il y a des accompagnements plus longs et où c'est des traitements de fond qui sont... Alors, on est bien d'accord, on va le préciser, c'est en complémentarité tout à fait de la médecine classique, traditionnelle, allopathique. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas de substitution ou d'opposition ou d'alternative. Non. Les mots sont importants. Les mots sont importants, tout à fait. C'est vraiment de la complémentarité. Nous, on va plutôt jouer sur la prévention et la gestion du risque et pour retrouver une forme de vitalité, mais ça reste juste une pratique complémentaire. Tu as appelé ton entreprise, alors excusez-moi de l'accent, Slow Naturo. C'est ça, avec un W à slow. Alors pourquoi? Slow parce que c'est lent, c'est une danse lente. C'est pour tendre vers l'hygiène de vie respectueuse du vivant. Un ralentissement du rythme de vie, des besoins, des attentes et revenir à l'essentiel. Donc c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui en France, on mange trop, on mange mal en termes d'apport et de besoins du corps. On mange trop de produits ultra transformés. Et donc avec Slow, c'était montrer le besoin de décroître, autant dans l'assiette que dans nos vies. Le besoin de toujours plus n'est pas un signe de santé, de bien-être ou de bonheur. C'est sortir de la compétition, sortir de la course à la performance. Et ramener à nouveau un autre prisme sur tout ça. Donc c'est ça que je voulais revaloriser dans Slow. Alors il y a aussi un mouvement entrepreneurial, le slow entrepreneuriat. C'est pas si tu y fais aussi référence, l'air de rien. J'y fais pas aussi référence, mais en tout cas oui. Moi dans ma pratique, j'essaie de faire attention. Je poste pas de vidéos. J'essaie de faire attention à mon impact. J'ai des cartes de visite en caca d'éléphant recyclé. Ah, raconte-nous. Ouais, voilà, c'est des choses. Il y a une entreprise au Pays Basque qui fait des luminaires avec du caca de potioc. Et c'est la première fois que j'en entends parler. En fait, elle travaille la fibre que ça fait, et donc elle avait à un moment donné des planches de fibres comme ça, parce que à la fin ils arrivent à en extraire une fibre recyclée. Et donc typiquement moi pour mes cartes de visite, je me suis dit qu'est-ce qui peut être compostable directement? Ça, voilà, c'est compostable direct. À mon échelle individuelle, au même titre que dans ma vie, j'essaie de limiter mon empreinte. Donc chacun fait ce qu'il peut à son niveau et selon son envie, mais voilà, moi j'essaie de faire la même chose en créant mon entreprise. J'essaie si possible qu'elle ait pas un impact trop négatif, quoi. Alors tu me fais penser à Valérie de la Casadaki que j'avais interviewée il y a quelques semaines, qui a le même engagement que toi en tout cas par rapport à l'environnement, puisqu'elle a créé une friperie, qui est aussi coffee shop, et qui est aussi une épicerie locale, et qui a à cœur effectivement de s'engager au plus qu'elle peut dans toutes ces démarches-là de préservation de l'environnement, etc., et d'être dans le bon sens. Et tout ça pourquoi? Parce que ces cartes de visite, qu'elle appelle elle des flyers, sont également biodégradables, c'est-à-dire à la différence peut-être des tiennes, tu peux planter ces cartes de visite
Parce qu'à l'intérieur, quand tu regardes, il y a des petites graines. Ah oui, et elle pousse. Et tu ne sais jamais ce qui va en sortir. Ce sont des fleurs ou qu'est-ce que c'est. Mais voilà, l'idée, c'est une fois qu'on a noté ces coordonnées, de pouvoir le mettre en terre et de voir fleurir. C'est génial. Voilà, donc c'est un peu dans la même idée que ce que tu as de toi. Mais c'est ça. Mais j'aime l'idée de semer des graines, tu vois. Oui, il y a toute la symbolique aussi, la métaphore. Oui, voilà. Oui, et pour moi, aujourd'hui, s'il y a quand même j'ai vraiment envie d'aller dans un travail de sensibilisation. Ça reste quand même quelque chose, voilà. Donc que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, mais je pense qu'il faut sensibiliser pour pouvoir être acteur, pour pouvoir se mettre en mouvement. Il faut comprendre, et donc pour moi la sensibilisation est essentielle. Alors tu m'as dit tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé en off avant de faire l'interview, que tu avais animé une conférence auprès de naturopathes, justement. Alors pas dans le cadre d'une formation, non, mais d'une sensibilisation. Ouais. Tu nous racontes? Mais là, c'était pour présenter mon ouvrage Soins du vivant, que j'ai fait cette conférence-là. Et donc, là, c'était une population de naturo, parce que il y avait pas l'écologie au niveau du cursus. Et moi, le livre, ça a été mon sujet de mémoire, en fait, parce que lors du cursus, le fait que l'écologie soit pas abordée et que pour moi, c'était quelque chose qui manquait. Donc c'est ça que j'ai voulu leur présenter aussi dans la conférence. Je suis pas venue sur l'aspect naturopathique abordé dans l'ouvrage, mais je suis venue uniquement sur l'aspect environnemental et sur les connaissances qu'il abordait, parce que par exemple, aujourd'hui c'est un peu la même chose, même avec les compléments alimentaires. On va prendre des plantes adaptogènes de l'autre bout du monde. En soi, il y a peut-être des choses autour de nous qui sont très intéressantes. On parlait tout à l'heure de l'ortie, mais l'ortie, elle est très minéralisante. Et en soi, chacun pourrait se la réapproprier en allant en forêt autour de chez lui, en ramasser de temps en temps pour pouvoir se faire une infusion, une soupe ou autre. Voilà. Et donc, c'est à nouveau se réapproprier tout ça. Et donc, comme c'était pas dans le cursus, c'était l'intérêt de leur montrer ce prisme qui est pas abordé, quoi. Comment il a été reçu, ton livre? Bien, non, les retours sont bons, et pour l'instant, il est vendu depuis quelques mois là, depuis cet été, et globalement les retours sont bons. À chaque fois, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est pas un livre. Pour moi, ça a été un travail de vulgarisation. Je l'ai pas structuré comme un ouvrage. Tout ce travail, c'était un travail de recherche, et donc oui, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Oui. Il est assez dense et se lit pas comme un roman. Oui. Mais c'est pour ça que c'est un guide. C'est parce que pour moi, on y vient et on y revient et on vient prendre des infos. C'est assez saupoudré, et à la rigueur, on prend ce qu'on a besoin de prendre. C'est l'occasion de sensibiliser d'une autre façon, en fait. Tu sais, c'est ton travail de mémoire. Exactement. Pour ta formation. Comment t'es venue l'idée d'écrire? En fait, le mémoire, j'avais fait mon travail de recherche, et il était quand même assez structuré déjà. Donc je me suis dit, c'est quand même dommage que ça reste dans mon ordinateur et que ce soit un one shot qui serve qu'une seule fois, ce travail-là, et qui reste dans mon ordi, alors qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience que c'est pas forcément compris. Lorsque j'ai fait cette conférence là de 50 personnes, quand j'ai demandé qui connaissait l'accord de Paris ou les frontières planétaires, à la première question, j'ai eu 3 mains levées, et à la deuxième, 1. Donc je comprends bien que la notion d'environnement, elle n'est pas comprise par tous. On n'est pas tous égaux sur cette compréhension, même si aujourd'hui on a tendance à dire « Oh, mais on ne parle que de ça, on en parle à tous les JT ». Mais en soi, c'est saupoudré comme ça, et la conscience, elle a quand même besoin d'être augmentée sur tout ça. Donc non, ça a été, je pense que ça a été bien perçu. Et donc ce travail de recherche, c'était à la fin, je me suis dit, je vais pas laisser dans mon ordi, et donc je l'ai un peu plus articulé pour qu'il puisse sortir en livre. Alors aujourd'hui, je suis en auto-édition. Oui. J'ai cherché, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'éditeur. Tu as essuyé des refus? Oui. Oui. T'as expliqué pourquoi? Non. Mais c'est pas le moment, ou c'est pas le sujet de la maison, ou voilà. Et ensuite, en auto-édition, la complexité, c'est aussi de le lancer, parce que oui, la communication, c'est très complexe. Donc je suis que sur 5-6 librairies là au niveau du Pays Basque. Mais parce que c'est moi qui les alimente, donc j'en ai ciblé quelques-unes. Ouais.
Et ensuite, je me suis mise sur Amazon pour avoir ce prisme un peu plus large, même si ça va pas dans le sens de mes convictions. Parce que... Et oui, on pourrait te dire, mais attends, exactement, ça va pas. Tu nous parlais de dissonance tout à l'heure, mais là, il y a quelque chose qui pour moi, c'était très dissonant de me mettre chez Amazon, et donc j'ai dû déjà chercher, voir quel était leur mode de production, et finalement, ce qui m'a décidé, c'est que chez Amazon, ils font pas de stock sur les livres en auto-édition. Il y a pas de stockage parce qu'aujourd'hui, faut savoir qu'aujourd'hui dans l'édition, entre 13 et 15% de tous les livres qui sont produits par an sont mis au rebut neuf. C'est ça la réalité de l'édition aussi. Et en fait, chez Amazon, ils produisent uniquement à la commande. D'accord. Donc le livre, il est produit que si quelqu'un l'achète. Okay. Et il n'y a pas de stockage. Et donc c'est ça en fait qui m'a décidé, c'est que finalement, même si j'apprécie pas leur schéma et leur logistique, pour le coup, pour l'industrie, ils ont un impact qui est moindre. D'accord. Et en même temps, c'est malgré tout, comment faire avec l'existant, justement mettre de la conscience sur ce que l'on fait et se saisir et utiliser ou profiter, de l'existant pour. Exactement. Ça paraît effectivement très paradoxal, mais. Et puis c'était aussi toucher un public qui aujourd'hui n'achète que comme ça et ne va pas valoriser ou favoriser la librairie de quartier. Que donc je toucherai, je pourrais semer des graines sur ce secteur-là. Même si en effet, je pense que dans tous nos achats, on devrait privilégier la librairie de quartier, les artisans et les commerçants autour de nous, quoi. Ça devrait être dans la logique des choses. Ça s'applique un peu à tous les niveaux. Et c'est pour ça que dans ce guide, je parle pas que d'alimentation et de nutrition. Il y a plein de choses qui sont abordées sur la consommation au sens large, la consommation responsable, l'impact du numérique, la fast fashion, tout, la junk food. Il y a une partie sur l'écologie personnelle. Alors, j'ai bien aimé la citation que tu as reprise de David Servan-Schreiber. Alors, un petit peu longue, mais j'aurais bien aimé la lire et que tu nous racontes un peu ce que c'est finalement l'écologie personnelle, puisque c'est un concept moi dont j'entends parler depuis pas si longtemps que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, David ? Comme toutes les plantes qui se tournent vers la lumière du soleil, nous avons besoin de la lumière de l'amour et de l'amitié. Sans elle, nous sombrons dans l'anxiété et la dépression. Hélas, dans notre société, des forces centrifuges sont constamment à l'œuvre pour nous séparer les uns des autres. Et quand elles ne nous séparent pas, elles nous incitent souvent à vivre dans la violence des mots plutôt que dans l'affection. Pour gérer au mieux notre physiologie, il nous faut apprendre à gérer au mieux tous nos rapports avec autrui. Et c'est ça, j'ai voulu aborder l'écologie personnelle. Pour moi, elle vise à la protection de soi, en concevant la vie comme un écosystème, avec un équilibre à concevoir et ou à rétablir. Chacun a besoin de trouver la juste place pour apprendre à se préserver, s'économiser, se recharger et trouver son rythme en fait. Dans la notion de slow, il s'agit de ralentir pour trouver un rythme qui nous permette d'apprécier les choses simples à leur juste valeur. Avons-nous besoin de partir en voyage au bout du monde dans un club pour passer de bonnes vacances ? C'est aussi prendre conscience de sa relation à soi-même, à notre plaisir, à notre santé, à notre corps, la relation aux autres. Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelle est ma définition de la réussite? J'ai voulu aborder quelques notions qui sont complètement oubliées par les jeunes gens qui sont happés par un rythme de vie effréné, se reconnecter au vivant, au rythme des saisons, de la lune, des marées. C'est vraiment cette notion d'avoir une introspection personnelle pour à un moment donné dire mais qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me nourrit pleinement à tous les niveaux? Il n'y a pas que la nourriture physique. La nourriture psychique est très intéressante et très importante, je pense essentielle. Donc c'est ça, j'ai voulu aborder tout ce qui touche l'hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie, en naturopathie, on a une approche globale de la personne. Il s'agit pas juste de manger, c'est aussi qu'est-ce que je fais comme sport, comment je nourris ma psyché, qu'est-ce que je regarde comme émission à la télé, qu'est-ce que je lis comme livre, toutes ces questions-là sont cruciales et importantes pour remettre un équilibre. Justement, c'est à ne pas délaisser. C'est la santé et l'hygiène de vie au sens large. Tu as fait référence aux valeurs. Quelles sont les tiennes? Les miennes, je pense qu'on les a vues apparaître au fil de tout l'entretien, mais elles vont être pour moi, je pense, une forme de respect, surtout le respect du vivant, d'avoir l'humilité de dire qu'on est quand même que de passage sur cette planète. Et moi, j'aimerais qu'il en reste quelque chose aux futures générations. Alors, j'ai pas d'enfants, mais c'est pas pour autant que... Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser ou transmettre? J'aimerais qu'il reste déjà quelque chose, qu'il reste du vivant. Aujourd'hui, on voit l'évolution de la biodiversité, c'est catastrophique. On voit l'évolution des ressources catastrophique, l'augmentation de la température. Enfin,
tous les indicateurs sont au rouge. Moi, j'aimerais laisser quelque chose de soutenable, quoi. C'est un terme que tu as employé plusieurs fois, soutenable. Comment est-ce qu'il faut l'entendre? Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent bien comprendre ou qu'est-ce que tu as envie de leur faire comprendre quand tu dis soutenable? Quand je dis soutenable, c'est que on peut pas. En fait, aujourd'hui, on accélère tellement l'extraction des ressources que on est en train de faire comme si la Terre était illimitée et qu'on pouvait continuer comme ça dans ce rythme et cette frénésie. Sauf que on a extrait en très peu de temps ces dernières années une montagne de ressources. Et dans les 30 prochaines années, ce que l'on aurait besoin d'extraire pour maintenir la façon de vivre aujourd'hui, c'est ce qui a été extrait depuis le début de l'humanité. Donc, c'est impossible. C'est scientifiquement impossible. Donc c'est là où pour moi ça n'est pas soutenable, c'est que on sait dans les dernières économies, ces dernières années, et en finance, on part du principe que l'on ne mesure que l'acte PIB, les revenus, la rentabilité, la productivité, mais on ne mesure en aucun cas les ressources et notre empreinte sur tout ça. Et ça, c'est cette notion qui n'est pas soutenable en fait. C'est qu'on est venu caler des modèles économiques comme si c'était open bar, et ça l'est pas. Donc c'est ça que je pense qu'il faut se réapproprier. C'est vraiment cette notion. Ton intention avec ce livre, quelle était-elle? Parce qu'au départ, tu dis donc c'était ton mémoire de formation. Donc tu t'es dit c'est quand même idiot que ça reste dans mon ordinateur, donc je vais en faire un livre pour le diffuser au plus grand public. Mais ton intention c'était quoi? Mon intention, c'est que c'était un peu d'amener une pierre à l'édifice, quoi. C'est je pense, contribuer comme ça modestement aujourd'hui en sensibilisant et en accompagnant cette prise de conscience, en passant à l'action, en étant en accord avec mes valeurs. Et donc c'est ce livre, mais c'est d'autres actions. Aujourd'hui, je participe bénévolement à des associations à impact, par exemple. Je suis chez Human by Nature, qui est partenaire aussi à cet ouvrage, mais aussi chez Gaia Connect ou les Fresqueurs. Mais par exemple, Human by Nature, c'est remettre l'homme au cœur de la nature et la nature dans le cœur des hommes. C'est une association de bénévoles qui accompagne des porteurs de projets sur des projets de création d'entreprises à un impact environnemental. Gaia Connect, c'est une association qui aide les gens qui veulent bifurquer, qui permet de rencontrer des experts de la transition environnementale et sociale qui vont aider à faire avancer des projets. Et l'objectif, c'est d'inspirer ceux qui n'ont pas encore transitionné, partager les parcours, rejoindre une communauté de mentors de la transition environnementale et sociale. Et au même titre que les Fresqueurs, c'est des ateliers de sensibilisation. Donc le livre il s'intègre, je pense, un peu dans tout ça, quoi. C'est un peu encore une autre facette, encore une autre possibilité de semer des graines, quoi. Donc chacun prend le format qui lui va ou qui lui intéresse. Je pense que le livre il est fait pas forcément pour des gens qui soient de grands lecteurs. Il se veut court, assez concis. Oui, mais il est très dense à lire, comme on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup d'informations, de chiffres, de sources, ouais. Mais on peut, je pense, le saupoudrer. Oui. Et c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, en fait. Oui. C'est un peu toute la vie, quoi. Oui. Et c'est dans ce sens où je pense qu'il a un petit côté accessible, comme certains auront fait des BD ou quoi pour sensibiliser. C'est que il pourrait faire 3 fois cette taille si on avait voulu creuser chaque sujet, je veux dire. Oui. Mais là aujourd'hui, c'est un peu des données pour des prises de conscience. Et voilà, et le livre. Oui, un état des lieux avec des conseils. Il y en a d'autres qui vont préférer aller faire un format, un atelier comme une fresque, d'autres qui vont, chacun son support, mais en fait, c'était pour proposer quelque chose de différent, quoi. T'as raison d'être aujourd'hui. Eh bien, je pense que j'aimerais continuer dans cet axe-là, développer la naturopathie, parce que prendre soin des gens, ça me parle, ça m'interpelle. Et en même temps, j'ai envie d'axer maintenant la sensibilisation à quelque chose de plus collectif, aux collectivités, aux entreprises, ou sous forme d'ateliers, de conférences, d'accompagnement, et donc d'aborder tous ces sujets pour sensibiliser du grand public et les accompagner dans une transformation possible, en fait. Par exemple, je sais pas, si demain tous les restaurateurs de Bayonne et du Pays Basque proposaient un plat végétarien, mais ce serait un grand pas, et pour la santé, parce que aujourd'hui il y a des gens qui ont des intolérances ou qui veulent manger différemment et qui n'ont pas de proposition, et pour l'impact environnemental que ça représenterait et être moteur d'une autre ouverture. Donc c'est des petites choses. En Angleterre, il y a 15 ans, chaque resto avait déjà un plat végétarien. Chez nous, c'est pas le cas encore aujourd'hui, en 2023. Et je pense que ça, c'est le type de changement qui, pour moi, font sens et que j'aimerais beaucoup accompagner pour
que toute entreprise, tout individu puisse faire sa part. Je trouve que c'est un peu facile de toujours remettre tout au niveau des politiques. Alors certes, ils ont aussi les choses à mettre en place. Les grandes entreprises aussi ont des choses à mettre en place. Mais je pense que si tout le monde, pour moi, fait sa part, alors ça n'a rien, c'est pas pour le côté culpabilisant, mais c'est juste que si on est tous informés, convaincus et qu'on a compris le pourquoi, ça donne envie de se mettre en mouvement. C'est la conclusion, la citation de conclusion de ton livre que j'ai fait aussi mienne. Soyez le changement que vous désirez voir dans le monde. De Gandhi, c'est ça en fait. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Et puis aujourd'hui, quand on parle il va falloir s'adapter à un changement. Il va falloir je pense qu'il y a un nouveau monde qui est devant nous. Et alors ça tombe bien. C'est l'objet de mon podcast. Et donc, si je t'ai sollicité, c'est bien parce que je considérais, je te sollicité. Non, c'est toi qui es venu vers moi. Bon, bref. Ouais. On est là toutes les deux aujourd'hui. Considérer que tu pouvais faire partie de ces acteurs du nouveau monde. Alors, qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi? Pour moi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la période d'insouciance et d'abondance, ou en tout cas de destruction des ressources, c'est terminé. Je pense que la vie superficielle ou prendre sans donner, ça s'achève. D'ailleurs, j'aime bien comme illustration le clip de Chaka Ponk. Tout le monde danse. Il illumine bien cette euphorie et ce déni de la sortie Covid. Ne pas voir, ne rien entendre et ne rien dire. Tourner la tête alors que la maison brûle. Et en fait, pour moi, je pense que ce sont les actions de partage, d'intelligence collective, les nouveaux récits à venir. Et à mon avis, nous sortons de l'individualisme, car pour cet enjeu sociétal et environnemental, qui est tellement grand, il faudra être nombreux à se regrouper, fédérer, inventer, réinventer un autre mode de vie, se réapproprier les connaissances du vivant, comme on a parlé, donc gagner en autonomie, décroître, réfléchir à ce qui est vraiment essentiel, et que tout ne soit pas régi par les lobbies, les GAFAM, les multinationales, et que tout ce qui détruisent le vivant en toute liberté au profit d'une minorité, ça, à mon avis, ça doit changer, quoi. Donc, résilience et coopération, pour moi, c'est les deux maîtres mots un peu du nouveau monde, quoi, je pense. Tu peux nous parler en quelques minutes de l'événement que tu as organisé? C'était au mois d'octobre à Bayonne. Ouais. Je ne saurais plus dire le nom. J'ai participé à l'organisation d'un événement qui a regroupé beaucoup de monde à Bayonne, qui s'appelle le Shkaleria Buruyabé, qui était organisé par l'association BICI. Et donc, on était, je crois, plus de 700 bénévoles. Et il y a eu 8000 participants. Alors, ce qui est un peu faible par rapport à l'ampleur d'un tel événement, mais c'était quand même chouette pour une première édition. Il y a eu une 40aine de conférences avec des acteurs un peu de partout qui sont venus parler de résilience, de territoire. Shkaleria Buruyabé, c'était qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire, en fait, un peu pour se transformer. Donc, il y a eu les 7 grandes thématiques qui ont été abordées sur 7 rues, comme par exemple l'énergie, la mobilité, l'agriculture et l'alimentation, la politique, voilà. Enfin, un certain nombre de sujets comme ça ont été abordés par thématique. Énormément d'acteurs du Pays Basque sont venus montrer ce qu'ils faisaient, leur part et leur contribution, et pour montrer toutes les connexions qu'il y a, tout ce qui est en train déjà de se mettre en mouvement aujourd'hui à une échelle de territoire comme le nôtre. Et d'un côté, alors pour cette première édition, c'était peut-être un peu de l'entre-soi, mais ça montre quand même le champ d'action et le champ des possibles qu'il y a. Un autre événement là qui a eu lieu récemment, je pense qu'il montre bien quand même l'illustration de cette mobilisation qu'il y a ici au Pays Basque. C'était l'Ourama, par exemple, qui mettait les femmes un peu en lumière cette année, les femmes dans le monde paysan, et qui a fait 23 ou 25 000 personnes. Donc là, ça montre de belles affiches qui montrent que quelque chose est en train de changer, de bouger, et c'est tant mieux. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que l'Ourama? Parce que nous, on sait ce que c'est. C'est un événement local. Ouais, c'est vrai que c'est un événement local. Mais comme on nous écoute à travers le monde. C'est un événement local du monde paysan et qui montre un peu l'agriculture que nous avons ici. Et là, cette année, qui mettait en lumière la positionnement des femmes dans le monde paysan, quoi. Et leur part, leur proportion et leur façon de faire. Donc non, ça remet l'agriculture au centre. Et je pense que l'agriculture, comme l'assiette, c'est un peu revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, pour l'humain, c'est quand même se nourrir, avoir un toit, et ensuite la cohésion et la coopération qui l'entourent. Ça devrait être notre point focal avant le dernier iPhone ou je ne sais quoi. Il y a comme une forte mobilisation. 23 000 personnes à l'Ourama, 8 000
à l'événement dont je tairai le nom, parce que je ne sais pas le prononcer en basse. Vous en attendiez peut-être plus, mais 8000 personnes pour une première édition sur 2 jours, c'est quand même... Bon, mais par rapport à tout ce qui était proposé, c'est presque dommage parce que c'était tellement dense. Moi, j'ai assisté à des conférences hyper intéressantes, par exemple de Blé, qui est une association qui regroupe 300 agriculteurs bio du Pays Basque. Ben, malheureusement, leur conférence était très intéressante. On était 10 à l'écouter. Ouais. Alors qu'en soi, ça aurait mérité tellement plus parce que le sujet était passionnant. Alors, où étaient les 7990 autres participants? Surtout Est-ce que finalement, il n'y avait pas énormément de conférences, trop de choses organisées simultanément? Il y avait 7 rues, il y avait des conférences à la fac, il y avait des conférences dans les rues, donc il y avait beaucoup de choses. Mais finalement, moi, j'avais l'impression que toute cette proposition, tout le monde n'a pas pu l'écouter à sa juste valeur. C'était plutôt ça qui était dommage, mais en tout cas, c'était très intéressant. C'était vraiment, et puis c'était riche en échanges et c'était très chouette. Touche à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Peut-être, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Donc, on allait sur Amazon. Je voulais te poser la question, mais comme tu as parlé d'Amazon, on n'a pas parlé des librairies locales, peut-être on peut préciser pour ceux qui nous écoutent. Juste préciser, localement, on peut trouver le livre chez Elcar et chez Simone à Bayonne, chez Darigade à Biarritz, chez l'Equona à Saint-Pé-sur-Nivelle, et à la Maison de la Presse à Bidart, et chez Slotouki à Bidache. Et donc ensuite sur Amazon, en tapant Soins du vivant ou Maider Etcheverry. Exactement. Avec un tréma sur le i. Exactement. Ouais. Pas sur ton site internet. Si. Aussi, on peut le trouver, ou du moins les... Ouais, on peut trouver le lien. Ouais, sur mon site. J'en parle de temps en temps sur LinkedIn, des choses comme ça. Et si jamais un éditeur nous écoute et l'appel est lancé, un nouveau souffle, n'hésitons pas. Sait-on jamais. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant que l'on termine l'interview par un petit jeu que j'ai l'habitude de proposer à mes invités? Non, je crois que ça a été assez complet, il me semble. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pu partager ce que tu as envie de partager? Ouais, je pense. Ouais. Je pense. Ok. Tu te souviens du portrait chinois? Si tu étais une fleur, tu serais 3 petits points. Peut-être est-ce que tu y as joué plus petite? Ouais, je crois que j'avais déjà fait une ou 2 fois, mais je me rappelle pas bien. C'est pas clair dans ma tête, mais ça va venir. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Si j'étais un plat, j'aime bien le dal. Le dal de lentilles. Qu'est-ce que tu mets dans ton dal? Des oignons, des échalotes, des lentilles corail. Si c'est en saison des tomates, quelques tomates, des amandes salées, des choses comme ça. Tu vas nous ouvrir l'appétit, c'est bientôt l'heure du repas. Si tu étais un livre, à part le tien, ou le tien, remarque. Non. Lequel je serais? Oui. J'en ai plein en tête. Il y en a tellement des sublimes. Dis-nous. En tout cas, là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'écologie, ces dernières années, mais il y en a beaucoup qui me parlent. J'ai été assez bluffée ces derniers temps par Camille Etienne, qui est toute jeune, mais j'ai trouvé qu'elle écrivait incroyablement bien. Ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, cette nouvelle génération. J'ai aussi beaucoup apprécié Timothée Paric, Ralentir ou périr, ce jeune économiste-là, pareil, je trouve qu'il change les codes. Il y a plein de choses que j'apprécie en lecture, je lis beaucoup. D'accord. Et celui que tu lis en ce moment? Celui que je lis en ce moment, il est très drôle. Alors, je sais pas si ça peut se dire, mais il s'appelle Paresse pour tous. Et c'est un récit imaginaire de quelqu'un qui se présente aux élections pour prôner 15 heures de travail par semaine. Et le reste du temps, c'est du bénévolat et du bonsoir. Comment il s'appelle? Paresse pour tous. Et c'est assez intéressant. Franchement, il y a des choses inspirantes. Si tu étais un dicton ou une devise? Ose affirmer ta différence. Elle est de toi? Je sais pas. Mais en tout cas, le mot ose, on le voit partout en ce moment. Oui. Mais je trouve que... Ce sont des mots-clés. Oser, affirmer, différence. Voilà. Et puis pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pour beaucoup de choses, je me suis toujours sentie différente. Et je pense que pendant des années, j'ai voulu rentrer dans les cases qu'on me posait. En fait, ça, c'est une erreur. De vouloir rentrer dans les cases, se normaliser. C'est comme chez Airbus. La majorité des hommes, déjà, dans les domaines où j'étais, tout le monde portait le costume. Et je pense que 90% des hommes portent des chemises blanches ou des chemises bleues.
Et en fait, ces stéréotypes-là, ben non, en fait, si ils ont envie de porter une chemise à fleurs, ça devrait être possible et ne pas entacher leur intellect. Et c'est là où, des fois, je pense que oser affirmer sa différence, c'est très important à tous les niveaux. Si tu étais un film, tu serais... Oh, je sais pas. Il y en a tellement que j'aime. Bah, donne-nous peut-être plusieurs titres. Into the Wild. Ces jours-ci, j'ai vu un documentaire, en tout cas, qui m'a beaucoup parlé. C'est les algues vertes. Je l'ai trouvé assez bouleversant. Je sais pas. Into the Wild. Je sais pas s'il a pas déjà été proposé, celui-là, dans les interviews précédentes. Ouais. Ah, ok. Non, mais c'est pour dire que c'est un film qui est marquant et qui donne à réfléchir. Ouais. Moi, c'est le genre de film qui m'a marqué, en tout cas. Ouais. Et pour finir, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Oh, je sais pas. Je sais pas. Tu peux ne pas répondre. J'aime bien un dessin animé qui s'appelle Rebelle, là. Une petite fille rousse, là, qui est un peu garçon manqué. Ouais. J'aime bien ce côté-là. Merci Maïder pour ta participation. Merci Katia, à toi. C'est cool cet échange et d'avoir l'occasion de se rencontrer. Ben oui, tout à fait. De sortir des réseaux et du virtuel. Donc, exactement. Ouais. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Maïder Etcheverry vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.